crois que les tribus ont disparu, qu'elles ont cédé face au béton, aux écrans, au silence des villes, qu'on ne peint plus son visage avec de la terre, qu'on n'empoisonne plus une flèche, qu'on ne parle plus à la jungle. Mais il existe un endroit que la carte n'a pas encore domestiqué. Un endroit où l'on chasse encore avec du poison, extrait à main nue, où l'on respire la pluie avant d'en parler, où un enfant apprend à écouter les arbres avant de comprendre le monde. Ici, dans une zone reculée de l'Amazonie équatorienne, les Waorani vivent comme si l'histoire du monde s'était arrêtée aux portes de leur forêt. Leur langue s'appelle le Wao. Leurs gestes sont des mots. Leurs traditions sont des pactes. Ce n'est pas une vie primitive, c'est une autre forme d'intelligence. Une mémoire qui se transmet sans écriture. Une dignité qui ne demande aucune validation extérieure. Une résistance douce et violente à la fois. Les codes qui régissent cette tribu ne sont pas écrits. Ils sont vécus, transmis ou perdus. Ils ne crient pas, mais ils tiennent, comme une corde invisible entre l'homme et le vivant. Et quand on les observe de près, ce ne sont pas eux qui semblent sauvages, c'est nous qui semblons perdus. L'avion quitte Quito sans faire de bruit. Sous nous, l'asphalte se retire comme une peau morte. Les routes deviennent nervures, les toits s'effacent, les lignes du réseau disparaissent. Il faut 6 heures de voiture, puis un vol au-dessus de la canopée, pour espérer rejoindre ceux qui ne nous attendent pas. Shell, une ville portant le nom d'un empire pétrolier, marque le dernier avant-poste du monde extérieur. De là, le moteur d'un petit avion militaire nous arrache aux cartes, au réseau, au confort. Le billet coûte 1400 $, le prix pour toucher l'invisible. Quand les roues effleurent enfin la terre, ce ne sont pas des hommes armés qui nous attendent, mais des visages peints, des mains nues, et ce silence qui ne vous accuse pas, mais vous mesure. Un silence sans hostilité, mais chargé de sens. Le chef nous accueille comme on accueille un messager, pas un touriste. Dans cette tribu Waorani, le mot étranger ne se traduit pas. On est là. C'est tout. Le regard du grand-père est plus profond que la forêt. Il dit peu, mais chaque mot est un avertissement doux. « Va à l'école », dit-il à son petit-fils. « Apprends, protège notre forêt. » On sent que tout ce qu'il ne dit pas est plus lourd encore. Il sait ce qui vient, il sait ce que l'extérieur efface. Et il sait que ce n'est pas une caméra qui sauvera son monde. Mais ce que personne ne nous a dit, c'est ce qu'il chasse, ce qu'il mange, ce qui les relie à la jungle de façon irréversible. Pourquoi faut-il préparer du poison pour affronter le petit déjeuner? Pourquoi un enfant apprend-il d'abord à imiter le cri d'un singe, avant même de réciter son prénom? Est-ce une forme de barbarie ou une autre forme d'intelligence? Et si la vraie question n'était pas ce qu'ils font, mais pourquoi nous avons cessé de le faire? Il pleuvait comme si la forêt voulait effacer nos empreintes. Mais eux ne s'arrêtent jamais pour la pluie. Le sol glisse, les feuilles gémissent sous nos pas. Et pourtant chaque mouvement est précis, répété depuis des générations. Nous ne sommes pas ici pour regarder. Nous sommes ici pour comprendre comment on extrait la mort d'un arbre. Ils appellent cela le curare. Un mot qui semble doux, presque inoffensif. Mais c'est une promesse silencieuse faite à la proie. Tu ne sentiras rien. Tu tomberas comme si tu avais oublié d'exister. La liane est arrachée à main nue, sous les bourrasques. La sève est raclée avec une patience étrange, comme si l'arbre lui-même décidait de la quantité à offrir. Le poison se cuit au feu de bois, se filtre avec la bouche, se dose sans mesure apparente. Et pourtant, une goutte suffit. Ce qu'ils ont récolté aujourd'hui pourrait tuer toute la tribu et ses voisins. Personne ne sourit. Ce n'est pas un jeu, c'est un lien. Le venin n'est pas une arme, c'est une extension du corps. Il n'y a pas de guerre ici, juste la nécessité. On ne tue pas par sport. On ne chasse que ce que l'on s'apprête à remercier. Mais ce que le visiteur ne sait pas encore,
c'est que ce poison n'a qu'un seul véritable destin. Atteindre un animal qui pense presque comme nous. Un animal que certains ici élèvent comme compagnon et que d'autres attendent comme repas. Il grimpe, crie, s'attache à ses petits. Il rit même, parfois. Mais dans la forêt, il est ce qu'on appelle une offrande. Le singe, leur préféré. Et toi, que ressens-tu en sachant cela? Écris-le, laisse une trace, même silencieuse, un mot, un souffle, une pensée. Si ce monde t'interpelle, montre-lui que tu regardes encore. Car bientôt, les flèches seront prêtes. Et le silence de la chasse ne fait que commencer. Elle a 15 ans. Son ventre en annonce déjà un autre. Son regard oscille entre la timidité d'une enfant et la gravité d'une femme trop tôt désignée comme épouse. À côté d'elle, un garçon de 18 ans, silencieux, l'observe sans la regarder vraiment. Il sera père bientôt. Il l'est peut-être déjà. Dans ce village, on ne parle pas de puberté, on parle de passage. Et ce passage ne laisse pas le temps de respirer. Ici, il n'y a pas de médecin, pas de sage-femme, pas d'échographie pour entendre battre un cœur avant de le voir. La forêt est l'unique hôpital. Les feuilles remplacent les traitements. La mémoire des aînés tient lieu d'ordonnance. Et si la douleur devient trop grande, on serre les dents, ou on s'allonge dans le silence, en attendant que le corps décide. Elle sourit timidement quand on lui demande si elle a peur, comme si la peur appartenait à un autre monde. Son quotidien est tissé de gestes simples, râper la manioc, mastiquer la chicha, tresser les fibres des palmiers. Elle ne connaît que cette forêt, elle n'a jamais vu une ville, jamais senti l'odeur du béton mouillé. Et pourtant, c'est elle qui donne l'impression d'être plus ancrée que nous tous. Est-ce une vie imposée ou acceptée? Une prison de feuilles ou une liberté que l'on ne comprend pas? Elle ne se plaint pas. Mais son silence interroge. Que reste-t-il de l'enfance quand on ne sait pas qu'elle existe? Si cette question t'a traversé, écris-la en un mot. Peut-être que ce mot, posé ici, portera une trace de celle qui n'en laissera peut-être jamais. Dans ce village, les hommes préparent par le poison. Les femmes, elles, préparent la vie. Ou du moins, ce qui la rend possible. Une boisson fermentée à partir de racines arrachées à la terre, mâchée longuement, puis recrachée avec soin. Cette salive-là n'est pas du dégoût. C'est une transmission. Un code invisible entre le corps et la nature. On appelle cette boisson la chicha. Elle ne se vend pas, ne se négocie pas. Elle se partage. C'est elle qui réveille les muscles avant la chasse, qui ouvre l'esprit quand la fatigue veut l'endormir. C'est elle qu'on boit quand les mots sont rares, quand l'ombre des arbres tombe avant le soleil. Pour la fabriquer, les femmes râpent la manioc, la mâchent, la crachent, puis la font bouillir. Le liquide devient pâte, puis mousse. Le goût est âpre. Le regard est doux. Il n'y a pas de hiérarchie ici, juste une logique organique. Ceux qui donnent la vie nourrissent ceux qui doivent en la prendre. Car demain, ils iront tuer. Certains diront que c'est archaïque. D'autres verront dans cette fermentation une alchimie oubliée. Mais peu savent qu'ici, sans chicha, les hommes ne marchent pas. Les flèches tremblent. Les corps résistent moins. La forêt ne les reconnaît plus. Tu es encore là. Tu lis, tu regardes, tu ressens. Cela veut dire que ce récit t'a touché d'une façon ou d'une autre. Alors, reste. Abonne-toi à ce canal si tu veux comprendre ce que le monde ne montre pas. Si tu crois, toi aussi, que certaines vérités se vivent dans la boue, et non dans les livres. Et demain, la chasse commence. L'aube ne se lève pas ici comme ailleurs. Elle ne colore pas le ciel, elle rampe entre les feuillages. Elle ne réveille pas, elle appelle. Un cri d'oiseau, un souffle chaud, puis un silence tendu. Les hommes se lèvent, les corps peints, les mains calmes. Les flèches sont prêtes.
Le curare a séché dans l'humidité. Ils ont bu la chicha. Ils sont liés. Le fleuve les porte. Pendant 1 heure, peut-être 2, ils observent, écoutent, attendent. Personne ne parle. Chaque feuille est une menace. Chaque bruit, une piste. Puis vient le chant. Un son étrange, presque humain. Un appel de gorge qui résonne au loin. C'est une langue que seuls les singes comprennent. Et ils répondent. Le singe araignée. Il vit en hauteur, en groupe. Il se déplace vite, pense vite, protège les siens. Pourquoi eux et pas un autre animal? Pourquoi cibler l'être qui nous ressemble le plus? Celui qui joue, qui apprend, qui pleure parfois? Est-ce pour ça que la chasse est plus qu'un besoin ici? Une forme de rite? Ou une épreuve de conscience? La sarbacane est longue, sculptée à la main. Elle a traversé des générations. Son souffle est aussi précis qu'un battement de cœur. Quand la flèche part, elle ne fait pas de bruit. Mais le cri du singe, lui, déchire les arbres. Le poison agit vite. Le corps tombe. L'instant se fige. Est-ce de la cruauté ou un savoir que nous avons perdu? Est-ce qu'un animal peut mourir avec dignité si celui qui le tue le respecte? Tu penses quoi, toi? Est-ce plus injuste que nos abattoirs modernes? Est-ce plus violent que nos silences face à la mort quotidienne, invisible, aseptisée? Le singe est capturé. Pas de triomphe, pas de sourire, juste le retour. Le fleuve reprend son cours, la forêt, son calme. Les enfants attendent au bord de la berge, le feu est déjà allumé. Le repas sera partagé. Ici, on ne mange pas pour se remplir. On mange pour ne pas oublier, pour se souvenir de ce que coûte la vie. Et toi, qu'est-ce que tu serais prêt à regarder dans les yeux avant de le manger? La tête repose sur la table. Le feu a noirci la peau. Les cils ont fondu. Les lèvres se sont recroquevillées comme une fleur en cendres. On dirait presque un enfant endormi. Et ce n'est pas un enfant, c'est un singe. Et ce soir, c'est le dîner. Le plus jeune s'approche. Il sourit, pointe du doigt, appelle sa mère. Il a un bébé singe dans les bras, vivant, fragile, accroché à lui comme à une branche. Ce contraste-là ne s'explique pas. Il faut le voir pour le croire. D'un côté, l'innocence animale serrée contre un torse chaud. De l'autre, un crâne ouvert, prêt à être partagé. Est-ce ça, le paradoxe humain? Aimer et dévorer dans le même souffle. La viande est découpée lentement. Les mains ne tremblent pas. La tribu ne cache rien. Le goût serait proche du poulet, disent-ils. Mais est-ce que le goût compte vraiment quand les yeux du passé vous fixent encore à travers la vapeur? Qui peut manger ce qui lui ressemble sans rien ressentir? Un homme croque la mâchoire en silence. Un autre mâche les joues. Quelqu'un désigne le cerveau comme un mets rare. L'air est épais. Pas de rite, pas de chant. Juste des gestes. Comme si ce repas-là n'était pas seulement alimentaire, mais aussi initiatique. Un rappel que la vie est dure, crue, violente parfois, et qu'il faut la mordre pour qu'elle vous laisse tranquille. Et toi, tu pourrais poser la main sur un front poilu, voir ton reflet dans des pupilles mortes, manger ce qui aurait pu rire avec toi, ou serais-tu de ceux qui détournent les yeux, qui ne veulent pas savoir, pour continuer à croire que leur assiette est propre? On pense que le sauvage, c'est l'autre. Celui qui peint son visage, qui tue à la main nue, qui vit dans les arbres. Mais la vraie sauvagerie, n'est-elle pas de refuser de regarder ce qu'on consomme, de fuir le sang, de transformer l'animal en produit sans jamais le remercier? Ce soir-là, dans la forêt, aucun cri, aucun jugement. Juste un goût âpre sur les lèvres, une chaleur dans la gorge, et ce souvenir que la viande vient toujours de quelque chose qui respirait. Il disait « Je travaille pour protéger ma forêt ». Mais ce n'était pas un slogan, ce n'était pas une lutte politique, ni une idéologie. C'était un héritage, une respiration, une mémoire vivante dans le corps d'un garçon qui, à 15 ans,
savaient déjà que l'avenir avait besoin de racines. Pas de mur. Ici, personne ne parle de développement durable. On parle de survie. Et chaque feuille qu'on arrache, chaque flèche qu'on envoie, chaque vie qu'on prend ou qu'on donne, obéit à des codes. Invisibles, implacables, indiscutables. Tu es allé loin avec nous. Jusqu'à cette dernière flamme qui éclaire encore un peuple que le monde préfère ignorer. Si leur souffle t'a traversé, alors laisse une empreinte, un mot, un souffle, une phrase. Écris en commentaire. Je n'oublie pas les codes. Et si tu crois, toi aussi, que certaines vérités ne peuvent être oubliées, alors montre-le. Ce n'est pas un clic, c'est un engagement. Ce que tu viens de voir ne sera peut-être bientôt plus filmable.